Bah, du coup, c'est les petits aventuriers et les personnages, c'est Clem et Tuk-Tuk. Clem et Tuk-Tuk. Donc toi, t'es Tuk-Tuk. Non, moi je suis Clem Toi, t'es et Clem. mon bonnet c'est Tuk-Tuk. Ah oui, ah oui, putain, là, il y a le bonnet aussi. Je suis avec Muriel, Clem et Tuk-Tuk, le bonnet. Si vous voulez voir un peu de street art, il y en a vraiment partout à Montréal, c'est hyper sympa. La rue Savoie, c'est une rue qui est l'arrière des bars de la rue Saint-Denis. Donc la rue Saint-Denis, c'est une des rues les plus animées de Montréal. La bibliothèque qui est juste en face avait envie d'un petit peu la rendre vivante. Parce que les gens avaient un peu peur de passer dans cette rue. Ils ont investi tout le quartier latin, il y en a partout. Ouais. Puis il y a d'autres muralistes à Montréal. Vous avez une chaîne YouTube qui parle de voyage pour les enfants. Ce que je trouve assez génial, en fait, vous m'avez envoyé un mail, vous étiez venu à la rencontre abonnée avec la famille Cos. Je suis allé voir votre chaîne YouTube. J'ai trouvé ça juste vachement bien parce que les vidéos sont super bien réalisées, on voit qu'il y a du travail derrière, il y a de l'animation. Je t'invite vraiment à aller voir, toi qui regardes cette vidéo, surtout si tu as des enfants, je t'invite à leur montrer ce que vous faites. Salut les petits aventuriers, on a quitté Chicago et on prend la route en direction de l'ouest des États-Unis. On va traverser les grandes plaines. C'est un endroit vraiment gigantesque où il y a beaucoup de champs, de fer. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de vent. Il y a tellement de vent qu'on a croisé des abris anti-tornades sur la route, ça fait trop peur. C'est quoi votre chaîne YouTube? C'est parti quand on était en train de voyager sur notre tour du monde. On était aux États-Unis, puis j'ai fait une vidéo pour expliquer à mes neveux et à ma nièce que j'avais rétréci en pleine forêt à Redwood. Et en fait, c'est la forêt où il y a les plus grands arbres du monde. Et ça a commencé comme ça. Et finalement, on essaye d'utiliser YouTube pour partager toutes les choses à savoir en voyage, découvertes, un peu allumer les enfants. Puis des fois, on donne des informations qui peuvent aussi être utiles aux parents parce que nous, on en apprend aussi. Pour les enfants, on essaie de leur expliquer aussi qu'est-ce qu'il faut pour voyager. On explique c'est quoi un passeport, qu'est-ce qui se passe dans tel pays. Enfin, c'est vraiment faire pratiques. découvrir tout l'univers du voyage aux enfants et leur donner envie de voyager aussi à eux et puis forcément à leurs parents. Ça fait combien de temps que vous êtes à Montréal, vous? Moi, ça fait 8 ans. Ouais. Et moi, 5. 5 ans, ok. Vous êtes rencontrés ici. Ouais, exactement. Et donc vous avez cette passion du voyage, comment ça se traduit? L'an dernier, on a passé 14 mois à l'étranger. Petit tour du monde dans plusieurs pays différents pendant 14 mois. Comment vous avez financé ça? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile? Oui. Quand tu fais un voyage comme ça, c'est pas forcément évident là. Vous vous êtes dit du jour au lendemain, allez hop, on se barre pendant 14 mois? En fait, ça fait depuis qu'on s'est rencontrés qu'on a envie de faire un voyage comme ça. Ouais. À un moment donné, on s'est dit on ira dans un an, puis on s'est dit ça sert à rien d'attendre parce que on repousse l'échéance, puis finalement ça se fait jamais parce que dans le fond, partir faire un tour du monde, c'est quand même, il n'y aura jamais toutes les conditions réunies, avoir le temps, avoir l'argent, c'est quand même compliqué. En plus, c'est ça, moi j'arrivais comme à la limite de l'âge pour avoir les permis, les PVT là, les permis de vacances, travail. C'est de visa pour Ouais, travailler ici, c'est ça? Pour l'Australie. Puis nous, on trouvait que c'était bien d'avoir comme cette petite assurance de se dire si on a vraiment plus d'argent, que ça marche pas, on peut travailler en Australie. Donc c'était comme, moi c'était la dernière année que je pouvais le faire. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui font ça, qui vont en Australie, qui trouvent des jobs d'été dans les fermes ou ce genre de choses. C'était ça votre plan ou pas? C'était un peu notre plan, mais je pense qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile. C'est comme une fausse idée que même pour le fait de voyager en van, que ça va être facile et tout, nous on n'a pas ressenti que... Donc vous avez voyagé dans une voiture, c'est ça? Vous dormi dans la voiture, en van? En Australie, on a fait 3 vannes différentes. Ouais. On a fait des locations selon les coins qu'on voulait visiter. Parce qu'au début, on pensait à rester moins longtemps que ça, donc ça sert à rien d'acheter une voiture parce qu'après, il faut pouvoir la revendre, puis t'es jamais vraiment sûr de pouvoir le revendre, ou t'as un pépin, puis on n'est pas bonne en mécanique, clairement. Et après ça, c'est ça, on a pris 3 vannes différents, 3 modèles différents en fonction de là où on allait, de ce qu'on faisait. Mais c'est sûr que vraiment l'Australie, tout le monde la vend comme le summum du rêve, du backpacker et tout. Alors il y a des endroits où oui, tu peux voyager comme ça et puis te poser n'importe où dans le désert. Par exemple, la côte ouest, c'est quand même vraiment adapté pour voyager et visiter avec un van. Ouais. Mais la côte est, ça devient compliqué de trouver des endroits où tu peux passer la nuit en van et tout. Faut quand même rentrer dans les terres, faire 40 minutes de voiture. Ou sinon tu risques des amendes, mais
pour voyager, c'est un peu, on trouve ça un peu dommage là de se dire bah je vais me mettre là, peut-être j'aurai une amende, peut-être pas. Ouais, puis il y a les crocodiles, les serpents, hein, tout. Mais moi j'ai vu qu'en Australie, il y avait un endroit le plus dangereux sur Terre où si tu te faisais pas bouffer par un crocodile, c'était un serpent ou une migale qui allait te piquer ou je sais pas quoi. C'est vrai ça ou pas? On a eu de la chance. C'est rare qu'on ait de la chance, mais là on a eu de la chance. On n'a pas eu affaire à des bestioles comme ça. Mais quand tu te gares dans une zone où tu sais qu'il y a des crocodiles, quand tu vas aller aux toilettes, tu restes proche de ton van. C'est quoi votre pire galère de voyage? Parce que la Bolivie, tu me l'as raconté tout à l'heure, ça avait l'air quand même déjà assez corsé quoi. Tu peux le raconter si tu veux. Ouais, mais on s'est retrouvés pris à partie dans un minivan parce qu'on voulait aller en trek et il y avait des blocages par des mineros borrachos con dinamitas, donc des miniers bourrés avec de la dynamite, mineurs pardon. Et en fait, on s'est fait prendre à partie, ils ont crevé nos pneus, ils voulaient récupérer nos sacs. Enfin, on a eu pas mal peur ce jour-là. On a eu aussi la fois où on visitait les rocheuses canadiennes. C'était dans l'hiver, mais on est resté. En fait, la route fermait parce qu'il y avait trop de chutes de neige, puis on est resté coincé dans notre voiture de location au milieu de la route qui était en train de fermer. Et là, t'as des gens de Parc Canada qui sont venus nous aider, nous sauver. Ils nous ont tracté la voiture sur, je pense, 100 km, 150 km pour nous sortir de cette portion de route fermée. Sur le coup, on a eu un peu peur parce qu'il faisait vraiment froid aussi. Puis il faut que tu économises ton chauffage et c'était comme ils vont venir dans combien de temps parce qu'ils vont repasser, mais on ne sait pas quand. Est-ce que c'est plus difficile ou plus dangereux de voyager quand on est deux filles seules? Honnêtement. Je suis une trouillarde. Ouais. C'est toujours un peu plus enfin pas risqué, mais il y a des endroits où on peut pas forcément aller sans gars, où on se dit bon on va faire gaffe, où il faut avoir des amis locaux, c'est comme en Inde. Ouais, en fait pendant le voyage, on a fait attention dans les endroits où on était moins sûr, mais on n'a pas eu de problème. Mais c'est sûr que je pense que si t'es une fille et que tu voyages, tu prends plus de précautions. Par exemple, moi j'ai habité 1 an en Inde. C'est sûr que tu peux pas vraiment rentrer à pied seul le soir, là c'est vraiment dangereux, ça tu le fais pas quoi. Tu prends un taxi, puis même le taxi, tu l'appelles à une centrale de taxi. C'est quand même des choses que tu apprends sur place aussi de bon sens, là tu te fais conseiller par des gens qui habitent là. Je pense que la pire, on a eu vraiment peur plus pour notre intégrité physique, c'était la Bolivie. Et il y avait un gars. Et on avait un gars avec nous. Donc. Un bus avec plein de gens. Ouais. C'est comment vous l'avez financé votre tour du... Enfin, quand même 14 mois, c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui voudraient faire ça. Comment ça se paye ça? Moi, avec mon travail, j'avais fait pas mal d'heures sup, donc j'avais beaucoup de temps à récupérer. Vous aviez économisé, vous avez mis l'argent de côté? Non, on avait quasiment rien en fait. Vous êtes parti en mode vraiment routard, en mode on dépense le moins possible? Moi j'avais, c'est ça comme je te dis, j'avais du temps accumulé en fait, une réserve de temps, donc je pense les 2 premiers mois étaient finalement payés. C'est comme si j'étais au travail, j'avais comme cumulé mes vacances plus mon temps. Puis c'est ça, on a la chance d'avoir Clémence. On a eu des dons aussi de la part de la famille, et d'amis aussi. J'ai travaillé aussi pendant le voyage parce que je suis designer graphique à la base. Donc j'avais des clients pour qui j'ai bossé. Ça c'était un peu dur parce qu'on avait un rythme de voyage assez intense. Donc Mumu conduisait quand il fallait conduire, puis moi je travaillais en roulant. Donc faut pas avoir le mal de cœur. Et aussi on a une petite dette qu'on essaye de d'éponger en ce moment. Que vous êtes en train d'éponger, ok. Vous en parliez un petit peu, votre but c'est quoi? C'est de devenir digital nomade, pouvoir voyager comme ça à plein temps tout le temps? Ou trouver un mix entre les deux? C'est quoi votre plan alors pour ça? Idéalement là c'est sûr que si on pouvait quand même vivre des petits aventuriers, ça serait quand même vraiment de la chaîne parfait. YouTube. De la chaîne YouTube, parce que... Éventuellement peut-être d'ici là, ce que vous pourrez faire, si toi t'es graphiste déjà, c'est un boulot qui est compatible avec le mode de vie digital nomade, tu peux travailler à distance comme freelance ou pour des clients. Un client quand il veut son fichier, c'est maintenant toute la journée. Et je peux pas me permettre de dire à mon client c'est compliqué là pendant le voyage, c'était un peu difficile parce que mes clients étaient ici ou en France. C'est super demandant, donc de faire ça plus une chaîne YouTube plus voyager, c'est trop. Clairement c'est trop. Donc dans l'idéal ce serait la chaîne YouTube. Vous avez un plan pour ça? Qu'est-ce que vous pourriez vendre? La chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup voyagé, puis on a fait pas mal de rush en vidéo pour le temps où on est ici, puis on a plein de choses à partager aussi sur la vie au Québec et tout. On veut vraiment développer des produits complémentaires
à ce qu'on offre déjà en contenu en fait, qui peuvent accompagner justement pour les personnes qui veulent aller plus loin. Mais c'est sûr qu'on ne pense pas vraiment aller avec la publicité. Alors en ce moment, il y a un énorme phénomène sur YouTube qui n'a pas encore vraiment percé en France, mais qui est, j'ai l'impression, énorme, en tout cas aux États-Unis et tout. C'est les chaînes pour enfants, et notamment les enfants qui reçoivent des jouets, qui leur envoient les marques, qui font des tests de jouets, où les parents sont assez pushy. C'est des chaînes très controversées, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que les enfants ils sont exploités. C'est quoi votre avis là-dessus? Je trouve qu'il faut laisser sa place à l'enfant, puis ça c'est vraiment personnel, mais je trouve pas qu'en offrant tous les jouets du monde à un enfant, ça le rend heureux, en fait, parce que c'est l'expérience, c'est l'envie d'avoir quelque chose qui rend aussi persévérant, je pense, dans la vie. Puis nous, on a vu une vidéo de quelqu'un qui jugeait justement ça. Donc on l'a appris comme ça, que ça existait, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Puis je sais pas, mettre un enfant autant en avant. Vous avez l'impression que l'enfant il est exploité pour faire de l'argent ou après, concrètement Pour moi, c'est vraiment faire travailler un enfant. Puis déjà, l'enfant il choisit pas là s'il veut être devant la caméra ou pas, on leur laisse pas le choix. Quand t'as 1 million de personnes qui regardent, l'enfant il a pas forcément le choix. Il capte pas là, mais c'est comme Michael Jackson, je te dirais au début il captait pas, puis tu vois ce que ça a donné là. Il y a un côté, disons que c'est pas forcément négatif, mais il y a un côté un petit peu dangereux ou un petit peu malsain peut-être. Je pense que les parents doivent quand même après prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs enfants aussi. Comment vous expliquez que ça fonctionne si bien ces chaînes YouTube ? Parce que moi j'ai du mal à expliquer personnellement parce que je suis pas du tout. Je pense que pourquoi cible, ça marche, c'est parce que les gens ils ont envie de savoir ce qu'il faut acheter pour leurs enfants, qu'est-ce qui va les rendre heureux. Donc c'est les parents qui regardent ça, tu penses? Je pense qu'il y a les parents, puis il y a les enfants qui ont envie d'avoir des jouets, puis qui ont envie d'avoir la vie de ces enfants-là, mais ils se rendent peut-être pas compte qu'en fait. C'est une sorte de vlogging pour enfants en fait. Ces enfants, c'est les Casey Neistat des 2-5 ans. Mais alors pourquoi avoir choisi justement cette audience des enfants alors que vous auriez pu toucher une audience beaucoup plus globale en parlant juste de voyage? Déjà, il y a beaucoup de très bons blogueurs, voyageurs, vlogueurs, mais nous aussi on fait tout ça du coup. Donc c'était pour être dans une niche en fait? En fait c'est venu naturellement. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est venu sur une vidéo, puis on s'est dit ouais c'est cool, puis vraiment je tripe là-dessus, toi aussi, on adore partager avec les enfants, je trouve que les enfants ils ont une espèce de magie aussi. Quand mon neveu me dit oh mais c'est trop cool, mais pourquoi Tuk Tuk il est parti par là. Donc vous avez, c'est intéressant, vous avez bêta-testé vos vidéos auprès d'enfants, auprès de vrais enfants qui vous ont fait des feedbacks. Au début c'était pour eux. Ouais. Donc là on leur envoie, puis on essaie de savoir ce qu'il en est. C'est comme les enfants d'une amie, quand ils ont vu notre vidéo sur les baleines à Tadoussac, ils ont demandé à leur maman s'ils pouvaient venir explorer avec nous parce qu'ils ont trouvé ça cool, tu vois. Ouais. Ça. Donc les enfants accrochent à vos vidéos. C'est le plus important, c'est d'avoir du feedback, savoir vraiment si. L'idée c'est de leur faire plaisir. On en voir aussi le feedback. C'est quoi l'histoire du. J'ai oublié comment il s'appelle, c'est quoi l'histoire du bonnet de Tuk Tuk, pardon? Tuk Tuk et Clem, c'est deux novices en voyage qui essayent de comprendre le monde et puis de découvrir des choses et en fait les deux se. Donc en fait ce qui se passe dans tes vidéos c'est que le bonnet est animé et il parle. Ouais. C'est génial, je suis fan. Et donc tu parles avec le bonnet, un peu comme genre Fred et Jamie, sauf que Jamie c'est le bonnet quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est sûr qu'on a. C'est pas sorcier, ça nous a toujours. Ouais, c'est pas sorcier, c'est génial. C'est vrai qu'il y a un petit côté c'est pas sorcier dans vos vidéos que j'aime beaucoup. Qui est plus orienté pour les enfants un peu plus jeunes quand même, parce que c'est pas sorcier, c'est que même quand tu regardes certains, quand tu es adulte, il y a des choses où tu comprends pas forcément. On en a vu sur je sais plus, c'était sur les étoiles avec les calculs, on était ok bon. Mais là c'est plus jeune quand même, ça va être des enfants peut-être qui ont entre 5 et 9 ans. Et Muriel, toi t'es derrière la caméra, tu veux pas participer devant? Non pas encore, peut-être ça va venir, je pense sur certaines vidéos je vais apparaître parce qu'on a beaucoup de rush vidéo qu'on a fait pendant notre tour du monde qu'on va exploiter, puis je suis dessus aussi parce que je conduis. C'est notre pilote quand même. En fait, tu fais quand même le pilote quand on fait des. C'est ça. Marcel, on met les gaz. Sauf que là, on la voit en vrai et qu'elle existe. Quand on fait des road trips, mais je m'occupe plus de tout ce qui est aussi logistique ou choses comme ça, parce que quand on voyageait, comme on disait, Clem avait des contrats pour des clients, choses comme ça. Donc moi, je m'occupais plus de tout ce qu'il y a derrière quand tu voyages, où est-ce qu'on va dormir, de repérer ce qu'on faisait, chercher les contenus. En soyons clairs, aujourd'hui vous n'avez pas encore d'audience, vous avez commencé il y a 1 mois seulement, c'est normal. Tu m'as dit faire une vidéo ça vous prend 3 jours. Et pour une grosse vidéo. Et je confirme que pour avoir vu les vidéos, il y a du vrai travail derrière, il y a du vrai travail de graphiste. Est-ce que c'est pas frustrant de passer 3 jours pour une vidéo qui va faire une trentaine de vues? Elles font pas 30 vues.
Déjà parce qu'on les publie aussi sur Facebook. Ouais. Puis sur Facebook, là, on est quand même monté. C'est petit, on s'entend, mais on était à 750 vues. Ouais, c'est pas mal déjà. Après, c'est des vues Facebook, il faut savoir que les vues Facebook, bah c'est après, pas les c'est ça, vues on YouTube. calcule, on regarde dans les détails, mais ça. En fait, on a beaucoup de réactions. C'est ça, Par ça c'est rapport à ce important, qu'on fait ça sur montre d'autres que choses, les gens on a sont eu- engagés au moins. Ouais. Mais je pense qu'on va être aussi obligé d'aller sur d'autres plateformes que YouTube, genre Facebook et puis par mail, parce que il y a un filtre en fait par les parents ou même les grands-parents pour regarder des vidéos. Les enfants n'ont pas forcément accès de cette tranche d'âge à YouTube comme ça, donc il faut qu'on se fasse connaître. Et c'est sûr que les parents et les grands-parents ils sont pas forcément sur YouTube encore, c'est pas la majorité de l'audience de YouTube. Surtout les grands-parents. Moi, je pense que vous avez peu de chances de vous faire découvrir comme ça. Il faut vraiment trouver un levier, quelque chose, quelqu'un qui va vous faire connaître, ou une chaîne YouTube partenaire peut-être, ou faire une collaboration, ou faire un partenariat avec un organisme qui gère des enfants ou qui est déjà dans ce milieu-là. Parce que il y a beaucoup de potentiel, je trouve, dans votre chaîne YouTube, et ça mérite d'être connu par plus de monde. Des liens avec des chaînes télé, mais qui développent comme des web-séries, qui sont à la recherche de contenu. Développé par des jeunes et pour des jeunes, donc peut-être qu'on va aller vers ça. Et votre prochaine destination, c'est quoi? Je sais pas, il y a le Costa Rica, la Norvège. Yellowknife aussi, ça Oui, serait on chouette. aimerait bien aller voir les aurores boréales à Yellowknife. Puis il y avait la Yukon Quest. On a plein d'idées en fait. C'est cool, vous avez l'air super enthousiaste. Est-ce que vous vous considérez comme des personnes obsédées par ce qu'elles font dans la vie? Oui. Je pense que oui. Moi je suis vraiment obsédée par l'aspect voyage là. Vraiment, moi je vis pour ça là. En ce moment, j'ai repris un travail à temps plein pour pouvoir me consacrer, parce qu'avant j'étais autonome, mais vraiment là pour me consacrer au projet Tuk Tuk, parce qu'il faut qu'on rembourse notre dette. Et une fois qu'on l'aura remboursé, on voyagera sûrement, mais c'est sûr, moi je pense tout le temps à ça, à me dire qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo, il faut que je fasse des dessins, puis il faut que j'apprenne plein de nouveaux trucs, parce qu'il faut que je puisse partager ça. Et En fait, Clem, c'est plus une obsession. Elle adore produire du contenu. Merci beaucoup. merci à toi. Et surtout, reste libre. Génial, merci. Reste libre. Ah tiens, je vois que tu as le badge YouTube. Ah oui, ça va être la preuve. La preuve. Vous croyez pas qu'il est connu? J'ai juste l'air de vouloir montrer mon trophée. C'est mon trophée des 100 000 abonnés. Donc maintenant qu'on a bien compris que PL Cloutier était célèbre, Ah oui, on peut ranger mon trophée. on va peut-être passer l'interview.